bienvenue à l'Institut français de Kinshasa, dans cette médiathèque, pour la 3e conférence du Festival du film européen. Il y a 2 jours, nous commencions en avance. Hier, nous commencions à l'heure. Il était donc tout à fait logique qu'aujourd'hui, nous commencions en retard, afin que nous puissions compléter cette dimension temporelle. Et bien sûr, nous vous présentons toutes nos excuses. Néanmoins, le retard en vaut la peine, puisque nous avons la chance, je vous laisse ce micro, nous avons la chance d'accueillir Caroline Thirion. Caroline Thirion, qui est invitée du Festival du film européen. Elle vient ici présenter son film Bouddha, la source des chimpanzés. Et c'est un véritable plaisir que de vous accueillir. Merci, Étienne. C'est un véritable plaisir d'être là. Nous avons demandé de préparer une conférence qui s'appelle « De la photo à la vidéo, le travail de l'image », car vous avez une première expérience au niveau de l'image. Vous êtes photographe. Oui, tout à fait. Donc on va passer sur les différentes étapes de mon parcours et différents liens qui vont vous montrer des projets que j'ai déjà effectués. Mais donc oui, pour me présenter, comme on le voit là, je ne sais pas si on voit très bien, mais donc moi je me décris comme photographe, auteur et depuis peu réalisatrice, ce que je trouve finalement assez complémentaire et bon voilà, ça reste lié, je trouve, à un mode de confrontation réel, au reportage au sens large ou au documentaire. Bon, on abordera un peu les différences entre les deux, mais bon. Toujours est-il que ça reste de la collecte d'informations par des médiums. On m'entend assez bien là? Ça va? Je ne dois pas parler plus fort. Par des médiums différents, que ce soit l'écriture, que ce soit la photographie, qui est aussi finalement une forme d'écriture. Dans tous les cas, ce sont des langages, ou que ce soit la vidéo et le langage cinématographique, ou en tout cas, dans mon cas, appliqué au documentaire. Effectivement, vous allez du coup nous présenter. Je crois que vous avez vraiment préparé une vraie conférence. Oui. Donc ça va être une vraie conférence qui était également vraie les conférences d'avant, mais en tout cas vous avez vraiment travaillé avec des supports qui vont permettre de suivre le déroulé que vous allez nous proposer. J'aimerais juste dire à notre audience que n'hésitez absolument pas à poser des questions pendant le déroulé de cet entretien que nous allons avoir. Je n'hésiterai pas moi à vous demander des compléments. Oui. Mais s'il y a des questions qui viennent de la salle, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin. On peut vraiment avoir de l'interactivité. Nous sommes dans un format qui nous permet cette interactivité. Je crois qu'il faut se rappeler le dicton de mon grand-père qui disait « Il n'y a pas de questions stupides, mais il y a des stupides qui ne posent pas de questions ». Voilà, je vous propose qu'on commence. Oui. Et puis voilà, nous sommes dans un échange qui a la vocation à être cordial. Tout à fait. Je vous invite d'abord à méditer sur la petite phrase de la première slide que vous avez peut-être eu le temps de voir et sur laquelle vous avez eu le temps de méditer du coup pendant l'attente. La petite phrase d'Alfred Hitchcock que j'ai découverte, pour tout vous dire, en préparant le sujet ici, mais que je trouve fort belle et que je compte bien réutiliser, qui parle de la transmission d'émotions et qui, dans mon cas, quel que soit, comme je le disais, le médium, que ce soit via l'écriture, via la photo ou via la vidéo, même si ici on est là pour parler des 2 derniers, liés à l'image, ça reste, selon moi, l'élément primordial. Enfin, j'ai rien inventé, hein, le grand maître l'a dit avant moi. Mais c'est vrai que je mets un petit peu mon focus, on va dire, sur ce côté émotion, sur le fait de raconter une belle histoire et de susciter des émotions. Voilà, on peut donc passer à la deuxième slide, qui du coup nous emmène sur des liens qui bizarrement ne fonctionnent pas. Donc on va se remettre sur la page précédente pour vous montrer différentes bandes annonces et présentations de projets. On peut commencer par le trailer Safari. Là, ouais, voilà. Donc, avant de lancer celui-là, je vous explique de quoi il s'agit. En fait, c'est un projet. C'est le premier projet vidéo que j'ai eu la chance de co-réaliser. C'est arrivé un peu par hasard et je dois dire que d'ailleurs tous les projets, si ce n'est un en photo, mais ont un lien avec le Congo. Et c'est vrai que c'est le Congo dans mon cas qui a confirmé ma réorientation vers la photo dans un premier temps et qui m'a amené à la vidéo. Donc voilà, je suis très reconnaissante au pays d'avoir pu... Ah oui, par rapport au son, j'espère que ça ira. Et donc ça, voilà, c'est un premier projet que j'ai réalisé, que j'ai décliné à la fois en photo, je vous montrerai après, et en vidéo. Le son...
bon, puisque de toute façon on n'entend pas bien le son. C'est donc c'est un format un peu hybride, hein, mais c'est un documentaire, on va dire, mais à la demande d'un privé, donc un documentaire corporate, comme moi je l'appelle, mais qui avait l'intérêt d'au-delà du message promotionnel et du côté, voilà, on va dire commercial, de la finalité commerciale pour le client. Il y avait un vrai propos qui aurait pu d'ailleurs donner lieu à un documentaire diffusé en télévision, documentaire d'auteur entre guillemets. On a donc suivi une transhumance de bétail au Katanga, des plaines du Haut-Katanga jusqu'à Lubumbashi, dans le cadre d'une expédition qui a duré 25 jours. C'était formidable et ça a été ma première expérience avec la vidéo et le documentaire, même si, comme je le dis, dans ce cas-ci, c'était à la demande d'un privé, donc ça avait aussi cette vocation commerciale et corporate. Qu'on ne sent pas dans la bande-annonce, ceci dit, qui est plutôt neutre. Notre projet, d'ailleurs, au départ, c'était de pouvoir le diffuser éventuellement sur des chaînes type National Geographic, ou enfin les chaînes nature, etc. Ce projet-là, mais bon, je vais peut-être pas, mais je l'ai également décliné en photo, ce qui n'est pas toujours évident. On y reviendra. Je ne sais pas si c'est maintenant que j'en parle ou pas, mais c'est vrai que, comme je le disais en début d'introduction, moi, tous ces supports, tous ces langages, j'estime qu'ils sont complémentaires. J'aime pouvoir passer de l'un à l'autre, que ce soit donc le texte, la photo ou le vidéo. Je trouve qu'ils se complètent, qu'ils peuvent nourrir voilà, le propos. Et dans ce cas-ci, ils ont été déclinés dans les deux, ce qui est évidemment possible, de pouvoir faire d'un même projet et une série photo ou un travail photo et un projet documentaire. Ça a été le cas sur ce projet-là. On va aller vite, donc je ne vais pas vous montrer forcément le travail photo où on peut passer en vitesse dessus, c'est sur mon site. Mais voilà, je voulais juste pointer le fait que c'est bien que possible, ce n'est pas facile pour la même personne et au même moment, on va dire, d'être à la fois sur les deux supports. Donc c'est bien de distinguer les deux. Bon là, comme c'était sur une assez longue durée, attends, excuse-moi, non ça c'est la vidéo, si tu vas sur mon site, tu vois Caroline Thériault, non ça c'est sur Blink, oui ça c'est mon site, si tu vas dans projet, ah oui pardon, je vais y aller avec ah oui on y va à l'aveugle, oui on est là, projet, voilà. C'est donc mon site que je vous invite à visiter si vous voulez en savoir plus, même s'il n'est pas à jour avec tous les projets. C'est le projet en couleur, en jaune à droite. Voilà, juste comme ça. Ah oui, et tu peux descendre, les photos se trouvent en dessous. On ne doit pas forcément cliquer dessus, mais comme ça vous voyez que le même projet a été décliné en photo et en vidéo. De cette expérience, j'ai eu l'occasion, on m'a contacté par la suite pour faire un projet un peu similaire dans la forme, c'est-à-dire de nouveau un documentaire mais à la demande d'un privé, où là pour le coup j'étais seule à bord, j'en assurais la réalisation principale, là j'étais co-réalisatrice pour ce projet-là. Et donc le deuxième projet c'est... où est-ce qu'il est ? Je ne le vois plus. Ah oui, c'est là où tu étais, le dernier onglet. Je pense que je l'avais ouvert, non ? C'est le truc avec le camion là. Voilà. Oui, normalement il devrait pouvoir s'ouvrir. Donc c'était également un petit film, la durée totale je pense. Bon, comme on n'était pas dans des chaînes, dans des cases de chaînes télé, on a la liberté d'avoir la durée nécessaire. Je pense qu'on en avait tiré un film de 30 minutes. Je vous laisse regarder la bande-annonce qu'on ne voit pas très bien, mais... Et donc était également un projet en itinérance. Il faut croire que c'est voilà, des projets qui. Mais donc c'est des projets où vous travaillez énormément au niveau des métiers. Oui, c'est vrai que finalement ça nous permet de brosser, de présenter voilà, une série de profils de gens. Dans le premier cas, en fait, comme je vais pouvoir y revenir, mais le point commun moi, de ces différents projets, bon, qui arrivent un peu par hasard, à la base il n'y a rien de calculé de ma part, mais c'est vrai que si je dois dresser des points communs entre les projets, c'est que dans tous les cas, c'est un côté, l'aventure humaine en fait, une aventure humaine liée à un projet qui m'intéresse. Et c'est vrai que finalement, que ce soit des vaches, des transformateurs électriques
ou des singes dans le cadre du projet que je présente ici dans le cadre du festival. C'est pas tant ces sous-sujets-là qui m'intéressent. Alors évidemment, grâce au projet, j'en apprends plus sur ces sujets-là et c'est intéressant. Mais moi, c'est toujours ce qui m'intéresse, c'est l'aventure humaine qui sous-tend voilà, ces aventures, qu'elles soient industrielles, scientifiques ou autres. Dans ce cas-ci, voilà, ça racontait aussi pas mal au niveau de la mondialisation. On suivait un convoi exceptionnel depuis Hong Kong, en passant par la Namibie, la Zambie, avec les camions, par voie de route, jusqu'au Congo, de nouveau pendant une trentaine de jours. Et donc, vous avez cette démarche documentaire qui est très liée aux hommes et aux personnes. Hier, on a eu des remarques extrêmement judicieuses de Nizar dans sa conférence sur le fait de travailler avec son personnage avant de commencer à le filmer. Est-ce que vous avez aussi une démarche de rentrer en contact avec vos personnages avant justement de commencer ce travail de prise de vue, de prise de son? Quels sont vos premiers réflexes, des trucs même très concrets, mais que vous pourriez déjà transmettre? Oui. Bon, ça reste quand même globalement très intuitif, hein, dans mon cas en tout cas, et surtout dans le cas de ces deux premiers projets, le premier que j'ai fait en 2011, celui-là que j'ai fait en 2015, j'ai été propulsée sur place. J'ai pas eu le temps c'est pas un projet personnel où j'ai eu le temps de pouvoir faire des repérages et rencontrer les gens. Ma chance, par contre, c'est que ça a été des projets qui ont quand même duré longtemps, en cela que ça a duré chaque fois environ un mois. Donc finalement, les liens peuvent se créer au fur et à mesure, et l'histoire et le choix des personnages, on repère quand même assez rapidement, et je me rends compte qu'au plus on en fait, et au plus forcément on est un peu attiré par les mêmes personnes, et on sent vite qu'il va pouvoir avoir un potentiel narratif, on va dire, parce qu'au-delà de personnages, ce sont des vraies personnes, évidemment, ce qui est évidemment le propre du documentaire, mais ça passe d'abord par la rencontre avec la personne, un certain feeling, une certaine manière de bien s'exprimer, déjà, savoir si la personne parle français, ce qui dans mon cas est primordial, sinon je ne vais pas pouvoir rentrer en contact avec la personne. Mais donc oui, je valide tout à fait ce que Nizar disait hier, même si je n'y étais pas, mais c'est primordial. Dans l'idéal, un repérage, pouvoir avoir le temps de discuter avec les gens, les choisir, entre guillemets, les caster, même si je n'aime pas ce mot. Mais dans mon cas, ça n'a pas été possible, mais heureusement, le temps long a permis de donner ce temps à la rencontre et d'affirmer au fur et à mesure des personnages qui au montage, du coup, ont été plus ou moins mis en valeur selon leur potentiel narratif. Voilà. Oui, alors... Tant qu'on en est, on peut peut-être montrer un autre projet documentaire. Je vais plus parler de la vidéo par la suite, mais puisqu'on parle de la photo à la vidéo, sur mon site de nouveau, sur Caroline Thirion. Ah oui, voilà, dans projet. Ça, c'est un projet que je mène que en photo. Bon, même si j'ai fait un diaporama sonore, ce qui est encore un autre format, mais bon, on va pas forcément parler ici. En plus, je peux pas vous le montrer. C'est la première case. C'est un projet documentaire sur la Légion étrangère. Alors là, pour le coup, on quitte l'Afrique et on quitte le Congo. Donc pareil, en descendant. J'ai eu la chance, en fait, de suivre, je pense que la Légion étrangère n'est pas fort connue ici au Congo, mais en deux mots, c'est un corps de l'armée française ouvert aux étrangers, qui est unique au monde. Ça n'existe qu'en France. Et donc, des étrangers, ça existe depuis 1830. Des étrangers de n'importe quel pays dans le monde et entre guillemets avec n'importe quel passé peuvent se rendre en France dès lors qu'ils ont le visa, qu'ils se débrouillent pour arriver sur le sol français et peuvent candidater pour réintégrer les rangs de la Légion étrangère. Donc, ce qui m'a intéressé au-delà du côté militaire, de nouveau, c'est le côté humain. C'est vraiment une institution, donc cette Légion étrangère, c'est vraiment fort connu. Il y a beaucoup de mythes qui circulent, on dit que ce sont des anciens criminels, ce qui était plus le cas avant. Bon, aujourd'hui, tout ça est assez cadré. Mais voilà, c'était de nouveau le côté humain qui m'intéressait. Au-delà, bien sûr, du côté militaire, c'est pareil que pour les chimpanzés, c'est pareil que pour les transformateurs électriques. Finalement, c'est secondaire. C'était de suivre les parcours de ces hommes. Et là, pour le coup, ce n'est que en photos. Bon, voilà, c'est un travail documentaire, mais exclusivement en photo, ou comme je l'ai dit, décliné en diaporama sonore, et au long cours. Parce qu'on y viendra après, quand on va aborder les différents genres, reportages et documentaires. J'ai une question concernant votre premier projet. Oui. Entre la photo et la vidéo, est-ce qu'il y a un point commun?
Oui, enfin, dans le cas du premier projet, pour être tout à fait honnête, je ne cadrais pas. Donc j'ai co-réalisé le film parce que j'y ai pris part et que finalement, à la fin du tournage, le caméraman réalisateur avec qui j'avais fait le projet, en fait, pour être tout à fait honnête, on me l'avait proposé. Le projet est arrivé voilà, sur la table des propositions et je ne me sentais pas légitime. À ce moment-là, j'avais fait que de la photo, j'avais un tout petit peu fait de la vidéo dans le cadre de mes études de journalisme et de communication. Je ne me sentais pas les épaules pour pouvoir mener, bon, pour un client privé en plus, donc avec une obligation de résultat quand même. Donc je me suis associée à un journaliste de l'agence Reuters en l'occurrence, qui connaissait bien l'Afrique aussi, et qui a pris la main sur l'aspect réalisation, cadrage. Donc j'ai pas du tout participé aux images filmées, mais bon, c'est à cette occasion-là que j'ai appris beaucoup aussi grâce à lui. Mais par contre, voilà, tout ce qui était le côté, et ça c'est un peu mon dada aussi, quoi, le côté justement un peu casting, sentir un peu les gens, voilà, parler avec les gens, leur poser les questions, les interviews. Je prenais le son, donc j'ai appris, bon pas très bien d'ailleurs, mais à percher aussi, parce qu'il faut savoir tout faire hein, souvent. Et voilà. Et par contre, du coup, ça m'a permis de pouvoir me concentrer sur les photos pendant les moments où on filmait pas. Donc c'est voilà. Quelque part, là, dans ce cas-ci, je ne suis pas propriétaire des images, l'auteur des images vidéo, mais bien des images photos, même si voilà, je suis co-réalisatrice quand même du film par rapport à mon implication au niveau du contenu, des interviews et de la photo voilà, et du son. Mais malgré tout, la question est extrêmement intéressante. Est-ce que par la suite, ce travail cette expérience au niveau de la photo, et je pense notamment au travail autour de la lumière, il vous sert au quotidien dans la façon dont vous pensez vos cadres? Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez pris des réflexes dans l'idée d'aller saisir des instants au travers de vos photographies pour construire vos cadres, construire vos lumières et savoir et avoir peut-être un peu le nez de dire ah oui là on va avoir un cadre intéressant, une lumière intéressante? Oui, c'est évident, on y viendra après dans une des slides, mais non, mais on peut déjà l'aborder. C'est que c'est clairement, selon moi, un atout d'être venu de la photo. Bon, après, ça peut s'avérer parfois être aussi, comment dire, pas un mauvais ami, mais bon, en tout cas, clairement, pour vous répondre sur le plan du cadrage, la manière de composer une image par rapport aux règles, le fait de venir de la photo, oui, c'est selon moi vraiment un atout. Même si ça ne suffit pas. Voilà. C'est en ça que je dis que c'est à la fois un atout et ça peut à la fois être un handicap, parce que je le dis plus loin, mais il n'y a rien de pire qu'un film de photographe, quoi. C'est-à-dire le photographe qui est persuadé que parce qu'il cadre super bien, enfin qu'il a la fausse modestie de croire qu'il cadre super bien, que pour autant il va être formidable en tant que réalisateur. C'est un autre langage, donc moi-même il a fallu que j'en étais consciente dès le départ, hein, donc j'étais très humble par rapport à ça quand je me suis mise à la vidéo, et comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'être formée aussi par quelqu'un. Et je continue à apprendre d'ailleurs, hein, on apprend tous les jours. Mais c'est vrai que les films, comme je dis, les films de photographes, une succession de plans fixes où il ne se passe rien, avec certes des très beaux cadrages, mais voilà, ça peut rapidement être un peu chiant. Donc voilà, c'est sûr que c'est un autre langage, mais que c'est clairement un atout par rapport à la composition et à des règles communes qu'on va aborder ensuite. Bon, on va peut-être montrer pour terminer sur le parcours la bande-annonce de Mbouda, donc le film que je présente dans le cadre du festival ici, qui est le premier lien et qui donc est le premier film là que j'ai réalisé intégralement et dans le cadre d'un plus d'auteur, plus artistique, qui va être diffusé sur la chaîne Ushuaïa TV. De toute façon, je vous invite à venir voir le film le 29 mai. Au Centre Wallonie-Bruxelles dans le cadre du festival à 19h. Voilà, mais donc ça, je considère que c'est mon projet forcément le plus abouti à ce jour, sur lequel voilà, que j'ai maîtrisé entre guillemets la chaîne de réalisation et au niveau de l'image de A à Z. On peut passer à la slide suivante. Voilà. J'ai cru bon en fait de faire un petit rappel. Alors je ne sais pas si c'est des choses qui vous sont déjà familières ou pas, n'hésitez pas à me dire si c'est des choses sur lesquelles il faut que je passe rapidement. Dans ce cas-ci, j'ai choisi d'expliciter, de distinguer en fait deux types. Souvent, quand on dit reportage ou vidéo, voilà, ça peut prendre deux formes. J'ai choisi de ne pas parler de la fiction puisque moi, je me définis par rapport à un travail lié au réel. Et je fais en l'occurrence les deux puisque je fais du travail de type journalistique, que ce soit en texte, en photo et en vidéo, et donc une approche documentaire plutôt en photo et en vidéo.
Donc c'est valable pour les deux, les espèces de points généraux et de distinctions entre les deux. Pour commencer, je dirais que la façon de raconter l'histoire dépend du format choisi. Donc en fonction selon qu'on se situe dans l'un ou dans l'autre, forcément, on ne va pas appliquer les mêmes règles ou la même manière de raconter l'histoire. Chacun possède donc ses modes narratifs et ses spécificités propres. Dans le cadre du reportage journalistique, donc à droite, déjà par rapport au terme, on oppose entre guillemets un statut d'auteur, peut-être plus d'artiste dans le cadre du documentaire, à un statut plutôt de reporter ou de journaliste, ce qui n'est pas plus ou moins noble d'ailleurs. Enfin, dans les faits, on a plutôt tendance à valoriser le côté documentaire, mais moi je trouve très intéressant d'avoir les deux points de vue et de passer de l'un à l'autre. Ce qui selon moi fait surtout la différence, c'est que dans une approche documentaire, c'est une démarche de type long. Une approche de type long, selon les budgets, les sujets, le temps qu'on a, etc. Mais c'est en tout cas, moi, le luxe que j'essaye d'avoir, c'est que j'ai eu d'ailleurs sur les différents projets, c'est d'avoir le temps de pouvoir faire connaissance avec mon sujet et le traiter sur une assez longue période. Le plus long étant celui sur la Légion étrangère qui dure déjà depuis 2 ans. Donc c'est vraiment un sujet que je veux continuer sur plusieurs années. C'est aussi le cas d'ailleurs de Mbouda, le projet lié aux chimpanzés. Donc par opposition, par contre, ce temps long, au niveau journalistique, on est vraiment plutôt dans une logique d'immédiateté, d'efficacité, qui est propre au format news. J'imagine que vous êtes tous familiers de France 24, de TV5 ou même de la RTNC, ceci dit, par rapport à ce type de reportage. Une autre grande distinction, c'est le côté subjectif propre à l'approche documentaire, ou en tout cas revendiqué par l'approche documentaire et que je revendique personnellement, qui est plutôt un point de vue d'auteur, qui permet de prendre une distance. En fait, le temps long permet de prendre cette distance et d'affirmer son propos, sa thèse, si je peux dire, par rapport au travail documentaire, alors que par opposition, entre guillemets, au niveau journalistique, on se veut, c'est un vrai débat d'ailleurs, on ne va pas avoir le temps de le mener ici, mais ça se veut plus objectif, c'est en tout cas présenté comme tel, même si, juste pour faire une petite digression, c'est que selon moi, l'objectivité pure n'existe pas. Ni en news, ni en documentaire, même si pour le coup on le revendique plus le côté subjectif, mais le fait de cadrer, de choisir de montrer telle image dans la réalité, même si je suis, disons, sur un théâtre de guerre dans le cadre d'un reportage journalistique, le fait de choisir de montrer telle image, de les assembler et de faire une succession est forcément un parti pris de ma part. Et forcément, je ne vais pas pouvoir rendre compte. Alors je vais essayer d'y tendre parce que c'est ce qu'on nous enseigne dans les écoles de journalisme. Je vais évidemment essayer d'y tendre et d'être le plus neutre possible, mais forcément il y a du parti pris, il y a du choix, que ce soit par rapport au choix des images et que ce soit par rapport aux propos que je vais tenir par rapport à ça. Donc c'est vrai que quand on nous présente les news en mode c'est la réalité, c'est totalement objectif, il faut aussi avoir en mémoire que forcément il y a un parti pris, et il y a un auteur derrière, même s'il s'appelle journaliste dans ce cas-ci. Par rapport à, une autre différence, dans l'approche documentaire, le fond et la forme sont importants. Donc le propos, mais évidemment aussi, tout dépend où on se situe, parce que dans le documentaire, il y a plein de sous-genres aussi, mais dans le documentaire type d'auteur, forcément, on va aussi essayer d'avoir les plus belles images possibles et la plus belle histoire possible racontée en images. Dans le cas du reportage journalistique, évidemment qu'on essaye aussi de faire des bonnes images, mais je dirais que après tout le monde ne serait pas forcément d'accord avec moi, mais que le propos prime quand même souvent sur la forme. On est plutôt dans des logiques illustratives, que ce soit d'ailleurs en photo pour des magazines, pour illustrer un article, ou en vidéo, où les images vont être en appui du commentaire ou de la voix off ou des interviews. Donc oui, évidemment, sauf type Euronews, no comment, où là il n'y a pas de commentaires, et là où évidemment c'est la primauté est donnée à l'image, ou sauf événements sensationnalistes ou liés à une catastrophe, un tsunami, quelque chose où là évidemment le poids des images va l'emporter quelque part sur le propos.
Oui, donc le côté corporate, j'en ai parlé, ça concernait mes deux premiers sujets. Par rapport au reportage type journalistique, ça se décline aussi finalement sous plusieurs formats. Ça peut être un sujet court, qui est généralement décliné de 1 à 3 minutes, là je parle de la vidéo. Après, tout ça est valable évidemment aussi en presse écrite par rapport à la photo. Ça peut être un petit billet avec une photo, en vidéo 1 à 3 minutes. Importance de la première image dans ce type de sujet, être accrocheur tout de suite. L'image doit vraiment inviter le spectateur ou mon lecteur, dans le cadre de mon billet de presse ou mon article de presse, à s'attarder sur mon sujet. Chaque image compte, doit avoir un sens renforcé par le choix de ce qu'on appelle les sonores. Les sonores, mais je vais vous montrer un exemple après de type de montage journalistique. Les sonores étant les parties d'interview en vidéo, mais qu'on a choisies par rapport au propos, qui vont pouvoir même être utilisées en voix off sur des images pour pouvoir l'illustrer. On peut peut-être montrer l'exemple du coup. En l'occurrence, c'est un sujet court réalisé pour l'AFP sur, je pense que c'est le dernier, c'était dans les emails. Est-ce qu'on l'a ouvert du coup, je pense. Voilà, c'est le lien YouTube qui est là. Donc ça, c'est aussi pour vous montrer, juste avant que tu ne déclenches. Ouais, et comme voilà. Ça, c'est le type c'est propre aux agences de presse. Donc c'est pas un sujet comme la RTNC ou la RTBF qui est déjà monté. Mais ça permet de vous montrer justement la fabrique à images et comment ça se passe, puisque l'agence de presse fournit ce type de sujet aux différentes chaînes qui après vont en faire ce qu'elles veulent. Donc là, on a des règles bien précises à suivre. On commence, oui, tu peux le lancer. On commence par des plans illustratifs, en général des plans larges. Alors il y a vraiment cette règle de passer qui peuvent être valables aussi en documentaire, mais là on nous demande spécifiquement de le faire. Là on passe d'un panoramique à chaque fois rentrer en termes d'échelle de plan. Donc on y viendra après aussi, les échelles de plan, je ne sais pas si c'est familier pour tout le monde, mais passer d'un très gros plan à un plan large, à un plan moyen, à un plan d'ensemble, plan large, plan moyen, à un très gros plan. Donc on nous demande vraiment d'avoir cette hiérarchisation de plans, vous voyez. Là on repasse d'un plan, c'est pas un gros plan, mais un plan moyen, plan large. On ne le fait pas pour chaque image, mais et donc ça permet de planter le décor. Ça permet de donner c'est environ sur 1 minute. On nous demande de nous en tenir à 1 minute. Et voilà, d'arriver quand même à avoir une succession d'images pour pouvoir illustrer le propos et raconter. Dans ce cas-ci, c'est donc ça concernait une mine de cobalt au Katanga. Et le propos était sur la réforme du code minier, etc. Donc il fallait des images illustratives sur le cobalt, qui au demeurant ne sont pas faciles à obtenir. Donc on sait que c'est quelque chose qui va marcher avec les chaînes télé. Voilà, on a un plan large, on rentre plus dans le plan. Des mouvements, ce qu'on appelle un peu des plans de coupe. Bon, c'est moins vrai, ça c'est moins flagrant. Là, il va y avoir du coup la partie, on va pas tout écouter, mais ça c'est ce qu'on appelle donc les sonores, qu'on met à la fin du... On commence par les images d'illustration, puis on termine par les sonores. On peut montrer les extraits. Je vais vous montrer un premier extrait illustratif du film où on a... mais bon, on verra pas très bien malheureusement, où on a dans la même séquence l'utilisation... Attends, ça c'est la bande-annonce. Où est-ce que ça peut être? Ah non, pardon, c'est sur la clé USB. Je ne sais pas si on sait repasser. J'avais ouvert un Windows Media Player en bas. Tu vois le petit clap? Ouais. Mais je ne sais pas s'il les a... alors c'est lequel celui-là? Ouais, c'est pas évident de... Je sais pas comment on passe, tu vois, le moniteur. Ah oui, ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est l'extrait 1, donc qui vous montre... ça, on a utilisé un drone, là. Pour le coup, le drone, on n'a évidemment pas cette latitude-là. Ça fait une image très nette, très, très plate d'ailleurs. Là, utilisé avec le Sony, grande profondeur de champ. Là, par contre, valeur de plan, gros plan, on passe à une faible profondeur de champ. Là, c'était de nouveau net. Là, de nouveau,
faible profondeur de champ avec du flou. Idem ici, où on ne le voit pas très bien, mais où on a vraiment que des parties du visage qui sont nettes. Là, de nouveau, on est dans des choses plus nettes, puisqu'on veut que le décor, évidemment, nous informe et joue son rôle. Je vais vous montrer un deuxième extrait, où là, par contre, la partie contrainte, où on ne fait pas toujours ce qu'on veut, et encore plus dans une situation de rush et ce qui s'est passé dans le tournage, là, c'est... je spoil déjà la fin de mon film, mais on finit par rencontrer nos amis chimpanzés, c'est le 2, voilà. Et là, on a juste le temps de prendre l'appareil photo et concrètement d'essayer d'avoir une image correcte en termes de luminosité pour filmer. Et donc là, on n'a évidemment pas le temps de commencer à chipoter avec la profondeur de champ. Et donc là, on est en faible profondeur de champ par rapport aux conditions de lumière, comme je l'ai expliqué. Et donc, on voit bien que la zone floue, en fait, du coup, après, ça ajoute, entre guillemets, du style au côté stress, etc. Mais la zone réduite de netteté est très difficile à maintenir. On va le revoir après, parce que les visages bougent et parce que la zone nette est finalement très petite, très réduite. Et que comme on est en stress, comme ils bougent, etc., là, on le voit à l'arrière, ils sont flous. Mais voilà, au montage, on a aussi choisi, d'abord ces images parlent, c'est vraiment le moment où on les trouve, donc c'est vraiment l'émotion, le stress, etc. Et puis, c'est pas dérangeant dans le sens où ça justifie le côté rush, le côté on n'avait pas prévu qu'il soit là, et donc même le fait que ça bouge et que ce soit un peu flou, après c'est pas que la profondeur de champ, il y a aussi le fait de la mise au point et de perdre le point, parce qu'en plus on avait comme difficulté de devoir faire la mise au point manuelle, mais voilà. Ce qui est aussi influencé par la profondeur de champ. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette notion, ou si c'est des choses que vous saviez déjà. Monsieur le ministre. Merci. Des poubelles. Boutalatala, ministre des Poubelles, plasticien. Moi, j'ai plutôt une suggestion, une proposition. Je rêve. C'est la première fois, j'espère, les collègues sont là, les étudiants. Je crois que ce type de film, votre travail, mériterait d'être organisé en un cours scientifique. Parce que c'est la première fois on assiste, n'est-ce pas, à ce travail de l'image, n'est-ce pas, à la vidéo. Et je ne sais pas si vous pouvez garder ça dans les secrets de votre technique, mais moi je penserais que ça pourrait, votre documentaire, votre travail pourrait être constitué en un cours qu'on pourrait donner dans des écoles. C'est très gentil. Après, j'ai rien inventé. Hein. On ne fait qu'utiliser des techniques qui existent, qui sont évidemment largement utilisées. Et on l'a fait. Toutes les conférences seront mises en ligne sur le site web de l'Institut, sur le site web du Festival du film européen, après le festival. Et effectivement, je vous engage à inviter tous les professeurs qui travaillent autour de l'audiovisuel à les regarder, éventuellement à les montrer même à leurs élèves, bien entendu. Voilà. On peut passer à la slide suivante, qui aborde s'il n'y a pas d'autres questions, qui aborde un autre ensemble de règles propres aux deux, donc photo-vidéo, et qui concerne davantage la composition de l'image et le cadre. Voilà. Et donc j'ai essayé à chaque fois de trouver des extraits du film qui vont illustrer cela. Comme je le mets sur le premier point, la première règle, c'est de s'exercer. Et en effet, en ça, la photo, avec ces notions techniques de base qui viennent du médium photographique, est un excellent moyen de s'entraîner, d'aiguiser son regard, de s'exercer pour construire son cadre, pour sentir la meilleure image possible quand on est confronté à une scène à restituer, à photographier ou à filmer. Donc oui, voilà, c'est un excellent moyen de former son œil aux exigences d'une image de bonne qualité pour construire une image équilibrée à partir des règles qu'on va aborder entre autres ici, agréable à regarder, dense et élégante. C'est une citation qui n'est pas de moi, je précise. Mais donc voilà, comme je le dis, en termes de composition, c'est important de construire son cadre, de hiérarchiser les informations qui sont contenues dans l'image, via notamment la profondeur de champ, puisqu'on va plus ou moins faire des strates de profondeur selon la zone nette qu'on va choisir de mettre en avant.
par rapport à la mise au point, hein, je peux quand même choisir si je fais le plan ici de vous quatre, je peux choisir de faire mon point indépendamment de la profondeur de champ que sur monsieur, parce que c'est monsieur que j'ai envie de mettre en évidence. Donc tout ça sont des manières, que ce soit en photo ou en vidéo, de hiérarchiser l'information et de mettre le focus sur ce que je veux montrer, par rapport évidemment au cadrage que je choisis de faire rentrer dans le cadre. Donc voilà, tout ça sont des règles pour assurer donc l'équilibre de l'image, comme je le dis. Toutes ces règles de composition, enfin celles dont on va parler en tout cas ici, sont issues de la peinture. La photo n'a rien inventé, ça s'inscrit dans une tradition picturale. Voilà, par rapport à... Bon, après, il y a le nombre d'or, voilà, ça correspond aussi à des théories un peu scientifiques, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Mais le côté pratique qu'on peut retenir de cette histoire de nombre d'or et de ces règles issues des grands classiques de la peinture et qui sont appliquées à la photo et à la vidéo, c'est la règle des tiers. On voit le petit schéma en bas à droite, pareil, hein, je suppose, c'est des choses... de base, donc peut-être vous avez déjà vu, donc désolé si je me répète, mais donc c'est ça, voilà, ce sont des lignes de force et des points de force où on imagine l'image quadrillée par une série de lignes, donc qui, voilà, comme vous le voyez, qui correspond verticalement et horizontalement à des tiers. Et les points rouges qui considèrent donc les points de force à l'intersection de ces lignes de force constituent, comme son nom l'indique, en fait des points que l'œil humain va estimer agréable et sur lesquels il va se concentrer en priorité. Donc c'est vraiment très important en termes de cadrage, photo ou vidéo, hein, de nouveau, qu'on utilise en fait ces points de jonction et ces lignes pour pouvoir équilibrer son image et la rendre la plus agréable et la plus esthétique à l'œil, et également par rapport à un aspect dynamique des choses. Du coup, comme je le mets au-dessus, par rapport à ça, essayer dans la mesure du possible de n'absolument pas cadrer, centrer son sujet. Bon, après, ça peut être voulu pour un message propre ou voilà, par rapport à une volonté propre, mais si on veut rester dans quelque chose d'esthétique, de dynamique, etc., par rapport à une bonne composition d'image, il faut essayer de décadrer son sujet pour pouvoir correspondre avec ces différents points. On le verra avec des extraits. Je vous ai mis la petite photo à droite, après elle n'est pas... tip-top dans les faits. Bon, ceci dit, sur les cadreurs d'appareils photo, on a ces grilles. Donc ça peut nous aider quand on compose l'image, à les utiliser. Mais on le voit sur la photo là de gauche. Il y a Anne qui est perchée dans son arbre dans le coin inférieur, dans le coin supérieur gauche, qui correspond donc plus ou moins. Après tout ça devient un peu au bout d'un moment intuitif et instinctif, hein. Mais ça correspond, voilà, à ce point de force supérieur gauche. Et dans ce cas-là, on a plus ou moins, alors c'est pas non plus tip-top, mais au niveau horizontal, on a aussi donc la ligne d'horizon qu'on voit pas très bien sur la photo, mais qui est constituée du lac Albert, mais ça se mélange un peu avec le ciel, là, donc on le voit pas, qui correspond au premier tiers inférieur. Et on a la branche, voilà, qui correspond au tiers supérieur. Donc on a vraiment cette hiérarchisation et ce découpage via ces tiers horizontaux et verticaux avec la présence de Anne qui correspond à cette ligne, à ce point de force dans le coin supérieur gauche. On peut montrer un extrait, l'extrait numéro 3, s'il vous plaît, Étienne. Voilà, là je vous montre des interviews classiques, hein. C'est ultra classique en journalisme, en reportage journalistique aussi. Voilà, on cadre, et encore là c'est pas hyper bien fait, on aurait pu la cadrer encore un petit peu plus à gauche, d'abord pour laisser aussi la place au titre, ce qui est quand même souvent le cas, que ce soit en reportage de presse ou en documentaire, mais donc on cadre, alors ça peut être dans un sens ou dans l'autre, avec le sens du regard, on va y revenir après, toujours croiser le sens de regard par rapport à la caméra. Là ça pourrait être aussi un peu 2/3, bon après c'est pas ultra réussi, hein, mais voilà, la ligne d'horizon correspond au premier tiers inférieur horizontal. Bon, là, on est dans une autre échelle de plan. Bon, le drone, voilà, là, ça bouge, ça ne s'illustre pas forcément. Voilà, là aussi, de manière un peu intuitive, mais ces tiers horizontaux, les grenouilles qui sont situées, c'était très court. Là, je vous montre un plan raté, qui est quand même dans le film, parce qu'il est centré.
Et il me semble qu'on sent tout de suite que c'est moins fort, voilà, que la présence même du personnage est moins forte. Pour le coup, parfois, entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait, on n'a pas toujours le choix, ou voilà, on fait des mauvais choix techniques au moment même. Donc bon, comme on n'avait pas d'autres plans, on l'a quand même utilisé, mais voilà, je voulais aussi vous montrer pour vous dire que on ne réussit pas toujours tout bien du premier coup. Et que bon, dans ce cas-ci, le propos primé, on avait besoin de son interview, donc on l'a quand même utilisé, même si voilà, esthétiquement, c'est pas une très grande réussite. Ça l'aplatit fort et il n'y a pas de dynamisme. Voilà. Par rapport, tant qu'on en est donc aux interviews et à la règle des 2/3, donc la ligne d'horizon, on en a parlé. En général, on essaye de poser la ligne d'horizon sur le tiers inférieur si on veut mettre le ciel en évidence, ou inversement mettre la ligne d'horizon plus haut si on veut plutôt montrer ce qu'il y a en dessous. C'est évidemment valable aussi en vertical, hein, quand on est dans un type de paysage, je ne sais pas, comme ici, si je voulais montrer les étalages, voilà, la rangée du milieu ici, il y a moyen de composer la même chose avec les lignes verticales. En interview, c'est vraiment valable en documentaire comme en reportage de presse. Il faut vraiment donc décentrer. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance souvent à le faire, et c'est parce que c'est lié au sens de lecture aussi qu'on est en Occident, où on lit de gauche à droite. J'ai souvent tendance à mettre mes personnages côté gauche. Après, pour l'AFP, justement, le type de montage que je vous ai montré avant, ils nous demandent souvent dans les différences sonores, donc dans les différentes interviews des gens qu'on interviewe, de changer en fait, donc de les placer une fois à gauche, une fois à droite, pour rendre les choses plus dynamiques. Mais voilà, donc l'idéal c'est de situer l'un des yeux du personnage qu'on interviewe, dans le cadre d'une interview comme cela, sur l'un des points de force supérieurs ou inférieurs, à gauche ou à droite de l'écran, les yeux devant se diriger vers l'intérieur de l'image. Donc ça c'est très important par rapport au regard que ça croise, parce qu'évidemment si je filme, mon cadre est comme ça, je filme Monsieur le Ministre, s'il regarde Étienne, évidemment c'est raté, puisque son regard va pas du tout croiser mon champ. Donc c'est vraiment toujours important aussi, non seulement de décentrer, mais de demander à la personne de diriger son regard. Généralement, l'intervieweur se met à droite, où on met un point de repère à droite quand la personne est à gauche, et inversement, pour que le sens du regard croise. Ça, c'est très important. Pour créer un axe dynamique dans l'image, évidemment, ne pas regarder la caméra, ça je pense que c'est le b.a.-ba, que tout le monde le sait, sauf si de nouveau on le fait exprès dans le cadre d'un traitement propre pour raconter quelque chose par rapport à ça. Mais donc, d'où le fait de demander de croiser le regard et de regarder un point soit à gauche, soit à droite de la caméra. Est-ce que ça, c'était donc l'extrait 3 ? Voilà, on en a fini avec ça. Où sommes-nous ? Oui, là, j'ai un extrait à montrer aussi par rapport à ça. Donc ça, pareil, je pense que c'est des notions assez basiques que tout le monde doit connaître, mais je fais un rapide petit rappel par rapport toujours à la composition de l'image et à la composition du cadre, plongée contre plongée, donc qui sont aussi des manières de cadrer qui peuvent apporter du dynamisme en déstructurant la position de l'angle de vue, donc choisir de ne pas filmer à hauteur d'homme ou de femme, mais de se positionner soit en haut par rapport à son sujet, soit en bas. Donc vous avez deux exemples là qui sont dans les deux cas de la contre-plongée, mais j'ai des exemples du film en vidéo où on a aussi de filmer d'en haut de la plongée. Comme je l'indique ici, attention de ne pas en abuser, c'est bien de, si on a envie d'en mettre pour un peu varier les points de vue, etc. Mais ça peut être très, très fatigant à la longue. Et puis surtout, comme je l'indique, il y a vraiment une symbolique. Hein. Chaque plan, c'est pas gratuit, un plan par rapport à l'intention qu'on veut y mettre, etc. D'où l'importance de connaître ces codes pour composer son image, pour ne pas faire des choses par hasard, ou en tout cas être conscient de la portée symbolique que ça peut avoir. En plongée, comme il est mis, le fait de filmer d'en haut, symboliquement, ça peut représenter le fait de dominer la personne. Et esthétiquement, ça aplatit vraiment le sujet. Bon, on ne le voit pas là puisque c'est en contre-plongée, mais on le verra un tout petit peu dans les extraits vidéo. Après, de nouveau, hein, ça peut être fait exprès si on veut montrer, je sais pas, si on filme un rapport de domination, quelqu'un qui est, qui est victime de son patron, je sais pas quoi, on va pouvoir choisir de le montrer comme ça pour renforcer ce côté un peu dominé de la personne. Oui, il y a un film qui est culte pour ça, c'est Brasil de Terry Gilliam, où à chaque fois que le personnage rentre dans l'administration qui le domine, il met sa caméra au-dessus de la porte, et du coup on voit un tout petit personnage qui rentre au pied de la caméra, et on voit tout de suite la domination terrible
qui est subit. exercé sur ce personnage-là, quoi. Ouais. Bon, voilà. Très bon exemple. J'étale ma confiture. Et la contre-plongée, à l'inverse, grandit les personnages. C'est peut-être un peu plus flatteur pour le coup que la plongée, d'où le fait que moi je l'utilise un petit peu plus. Et ça permet aussi souvent d'avoir des éléments de décor derrière, donc de pouvoir les inscrire dans un décor. Donc ça a ça d'intéressant dans ce cas-ci. Là, c'est une capture d'écran, la photo de droite, on va le voir dans l'extrait. On était aussi tout bêtement lié à un relief, vous allez le voir dans le film, mais avec des pentes de fou qui font que de nouveau parfois entre l'intention, ce qu'on voudrait faire, etc., et la contrainte du terrain ou de la lumière ou autre, dans ce cas-ci du terrain, fait que c'était pas vraiment possible de pouvoir le filmer à hauteur, parce que le pied qu'on utilisait, on était déjà au maximum par rapport à la déclivité de la pente. Pour le coup, on n'en a mis que un, donc on trouvait que ça se justifiait, mais c'est vrai que c'est assez rare de faire une interview dans le film comme ça, en contre-plongée. Généralement, on essaye plutôt d'être à hauteur d'yeux, quoi. On peut montrer du coup l'extrait numéro 4, je pense. Ah oui, exactement. Donc c'est pas le 4, c'est le 5. Ah donc c'est que j'ai oublié... Voilà, là on passe une succession de plans contre-plongée liés aussi qui accompagnent leur mouvement puisqu'ils cherchent les nids de chimpanzés. Voilà, pareil, ça c'est la capture d'écran que vous avez vue. Voilà, d'autant plus qu'il nous parle, il va montrer les nids au fur et à mesure bon c'est très court, hein, mais de l'interview. Donc là, ça avait un sens de le montrer. Maintenant, on n'aurait pas pu faire non plus toutes les interviews comme ça. Donc, mais voilà. Une illustration. Je pense que tout au début, il y avait de la plongée, je crois. C'est passé tellement vite que... Oui, voilà, là, il y a un petit effet de plongée pour varier quand même un peu. Et puis, c'était pour montrer... ils sont en train de tendre le mètre en bas. Et je pense que c'est le seul exemple. Ou peut-être qu'avec les nids, on le revoit. En plus, ça permettait de voir son calepin, son carnet. Ouais, donc voilà, là, on est de nouveau dans la contre-plongée par rapport au nid. Voilà, une illustration de ce principe. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît bien, Étienne. Voilà, l'échelle des plans, de nouveau, sans doute du b.a.-ba pour certains, du déjà vu, mais ça vaut toujours la peine de le rappeler. Alors là, c'est surtout les échelles de plans utilisées en vidéo. Évidemment, ça correspond plus ou moins à la photo. Si ce n'est qu'il y en a un petit peu plus en vidéo, je pense, qu'en photo, et qui donc évidemment correspond au type de cadre utilisé pour composer l'image, donc la façon dont on va cadrer la personne par rapport à son corps en fait. Donc très gros plan, enfin je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a, mais qui correspond à un détail du visage ou à un objet, hein. Ça peut être le téléphone ou le stylo ou le calepin dans le cas de l'exemple que j'ai montré. Gros plan, voilà, visage, plan rapproché, plan taille, plan américain au-dessus des genoux, qui d'ailleurs historiquement s'explique par les westerns parce qu'il fallait qu'on voit les pistolets à la taille des cow-boys dans les films, mais qui est devenu du coup, qui est rentré dans la grammaire du cinéma, qu'on continue à utiliser. Plan moyen, plan général et plan d'ensemble où là, on n'utilise pas toujours, mais il permet vraiment c'est par exemple des types de plans drone, de situer l'action ou le personnage dans un décor. Hyper important d'alterner les différentes valeurs de plan au tournage. Comme vous l'avez vu dans l'exemple pour l'AFP sur les mines, on nous le demande systématiquement en fait. Je ne sais même plus comment ils appellent ça, mais c'est le papillon, je crois, je ne sais plus. Il y a une phrase pour dire, voilà, ou commencer large, ou l'inverse, hein, on peut commencer serré, et puis, mais d'avoir vraiment 2 à 3 valeurs de plan sur, pas sur chaque plan, mais sur le plan principal de mon reportage. On va nous demander vraiment de le décliner parce que c'est ce qui va faire... en photo, on n'est pas forcément toujours obligé de le faire parce que la photo suffit elle-même. Mais vu que la vidéo, c'est un assemblage d'images, pour rendre le côté dynamique et pour être agréable à l'œil, on utilise cette succession de plans. Voilà ce que je dis, assemblage de plans à rendre plus dynamique. Il y a même une règle qui consiste au montage généralement à sauter une échelle de plans. Donc on va passer d'un plan rapproché à un très gros plan en sautant l'étape gros plan. C'est une règle qui s'applique au montage. Après, j'ai constaté qu'en presse, on ne l'a pas forcément appliqué, on respectait plutôt l'échelle de valeur telle qu'elle se décline là.
Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Sauter une échelle de plan lors d'un cut ou d'une transition. On peut peut-être montrer l'extrait du film qui s'appelle donc Échelle de plan et qui est le 4. Bon, c'est chaque fois très rapide. Hein. Voilà, plan large, moyen, on va dire. Là, on a les 3. C'est un des seuls moments du film. Plan, gros plan, c'est pas un plan, on aurait pu encore faire son nez ou le stylo ou le bic, mais voilà, là c'est vraiment le côté cascade qui fait que ça nous permet de rentrer voilà, plus en adéquation avec le sujet. Voilà pour l'échelle des plans. Tant qu'on en est donc aux règles de base, on va parler de la règle des 180. Alors de nouveau, hein, tout ça c'est des règles idéales, hein, dans les faits, bon, c'est des règles hyper importantes, donc c'est bien de les avoir en tête, donc à force d'en prendre conscience, etc., ça finit par rentrer et ça devient, comme je le disais, intuitif au plus on fait des films, mais ça n'empêche pas de continuer à faire des boulettes et des erreurs. Donc c'est bien d'avoir toujours ça à l'esprit, même si c'est un schéma idéal, du film idéal, où on arriverait à respecter tip-top tous ces films, ou pas d'ailleurs, parce que parfois il y a des erreurs qui peuvent aussi amener des choses intéressantes quand c'est voulu et quand c'est maîtrisé. Donc la règle des 180 degrés, donc là en fait les deux règles qui viennent, 180 degrés et des 30 degrés, c'est tout ce qui concerne les sautes d'axe, qui sont des choses à éviter si vous ne voulez pas que votre monteur vous hurle dessus. Et nous en avons fait pas mal pendant le film, donc c'est comme ça qu'on apprend. Donc je ne sais pas si on voit bien le schéma, mais donc c'est l'idée que, pour reprendre de nouveau mon plan ici, vous êtes face à moi. Je vais filmer soit à 2 caméras, soit une seule caméra, mais je vais bouger. C'est important que je trace une ligne imaginaire de 180 degrés, qui dans ce cas-ci est représentée en plus par votre rangée, et que je ne passe pas de l'un à l'autre. On parle évidemment d'un même plan avec une même échelle de valeur de plan. Hein. Donc c'est important, c'est ce qu'on va appeler une saute d'axe. Donc si je faisais un plan là pour vous filmer et que la seconde d'après je me mets de l'autre côté ou que la deuxième caméra est de l'autre côté, si au montage on passe de l'un à l'autre, on va plus rien comprendre au niveau inconscient par rapport à la manière d'analyser l'image, par rapport au spectateur. Par rapport au positionnement donc vous étiez à gauche, vous allez passer à droite, les regards vont être complètement, c'est souvent en fait une question de regard aussi, hein, vont être complètement croisés, donc à ne surtout pas faire. Donc vraiment essayer de respecter cette règle au maximum des 180 degrés. Donc voilà, que les caméras soient toujours placées du même côté, ça permet d'avoir toujours les personnages placés du même côté. Voilà. On le voit par exemple lors des matchs où les caméras sont placées toujours du même côté du terrain. Parce que donc c'est valable pour un style comme pour l'autre. Idem pour les mariages où on va rester devant à l'hôtel, à l'église. On ne va pas passer de l'un à l'autre. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant à un moment de passer de l'autre côté du cadre, mais au sein de la même séquence qui va être montée, en tout cas, le monteur va faire le choix de ne pas utiliser une saute d'axe. Donc c'est important d'avoir ces règles-là en tête au moment du tournage, parce que bien souvent, c'était mon cas pour les 3 projets que j'ai faits, impossible de retourner sur le terrain filmer. Donc voilà, parfois on doit faire avec ce qu'on a. Et je pense que j'ai un exemple. Après, évidemment, c'est l'exemple du film, donc on a réussi à le rattraper, mais on a eu des difficultés par rapport à des plans sur lesquels on a fait peut-être pas la règle du 180, mais où on a fait des sautes d'axe par rapport au regard, où il a fallu bidouiller pour pouvoir le récupérer au niveau du montage. Donc voilà, si vous voulez rester amis avec votre monteur, essayez de respecter qui vous veut du bien et qui veut le bien de votre film. On peut montrer, oui c'est ça, ça parle aussi de la situation de champ contre champ qu'on va illustrer. Donc là je ne montre pas une saute d'axe, mais je montre le côté champ contre champ qui intègre cette règle des 180. Voilà, c'est d'ailleurs le seul champ contre champ qui est d'ailleurs très mal fait de notre film. Je constate que, alors ça se fait beaucoup plus je pense en presse, et donc ça consiste à être dans le dialogue entre 2 personnages et passer d'un personnage à l'autre. Donc voilà. On voit les réactions, elle parle, on voit leurs réactions, ils parlent, donc on passe de l'un à l'autre. C'est la technique du champ contre champ. Et c'est là où c'est très important de garder cette direction des regards. Donc c'est important que Anne son regard parte toujours de la gauche vers la droite et que les autres soient toujours positionnés à droite. Donc si à un moment vous avez filmé, la caméra a filmé ces 2 guides de l'autre côté de cet axe de 180, évidemment tous les regards vont être changés et donc il n'y aura plus cette notion de dialogue et de regard qui se renvoient. Et c'est très perturbant pour le spectateur. Donc, en général, d'ailleurs, si l'erreur a été faite, à moins de pouvoir le récupérer dans l'exemple que je vais suivant, c'est raté. Donc on peut pas l'utiliser.
La règle des 30 degrés, voilà, comme c'est mis sur la slide, c'est l'angle formé aussi entre deux axes de prise de vue sur un même sujet. Et dans ce cas-ci, avec une même valeur de cadre, parce que sinon cette règle peut être contournée dès lors qu'on changerait de valeur, qu'on passerait d'un gros plan à un plan serré. Là, ça peut être fait. Par contre, si je reste sur une même valeur de cadre, donc si je reste avec la même focale, la même échelle de plan, je dois avoir un axe supérieur à 30 degrés. Donc je pense qu'on le voit un peu sur le schéma en dessous. Et comme c'est expliqué, si de nouveau je vous cadre là, j'ai deux caméras, ou j'en ai qu'une, mais je choisis de faire 2 points et de bouger. Je ne peux pas me mettre là et puis 2 mètres plus loin à environ 10 degrés. Ça ne va pas être suffisant comme axe pour que l'œil va interpréter ça comme une erreur en fait, comme quelque chose de très déplaisant, parce que ça va faire une saute d'image et ça va faire un effet, comme on dit, de plan sur plan en fait. Donc d'où le fait d'essayer de respecter minimum une espèce de tranche de minimum 30 degrés pour avoir un point de vue différent et qu'on comprenne que c'est volontaire, et ne pas avoir cette espèce de surimpression de plan sur plan. De nouveau, le sens du regard restait cohérent. Donc là j'ai un autre exemple, l'exemple où on s'était planté. Je vais vous expliquer comment on a pu le rectifier, parce que c'était une scène très importante du film. L'interview de notre guide. Est-ce que c'est ça? Ah oui. Ah oui, là je montre, voilà, oui. Donc les deux caméras, donc là on a un angle, un axe plus que 30 degrés. Bon, c'était pas ça, mais c'était les 2 premiers plans. Voilà, alors ici, à la base, ce plan-là, il était inversé. Donc ce plan-là, il était bel et bien comme ça. Donc il était à droite du cadre et il regarde vers la gauche. Et l'autre caméra, qu'on va repasser, je pense, sur le plan large, on peut le revoir. À l'origine, on l'avait filmé. Donc là, voilà, premier point de départ. Puis on va filmer Pasteur, voilà. Donc il y a minimum 30 degrés qui a été pris. Voilà, là, à l'origine, Pasteur se trouvait, donc l'image était inversée. Pasteur se trouvait à gauche. Ce qui en fait n'allait pas du tout. Malheureusement, je ne pouvais pas retrouver les rushs pour vous le montrer, mais si tu le laisses dérouler, en fait, vous voyez, donc là, son regard est dans cette direction-là, ce qui correspond avec ce plus gros plan filmé avec la deuxième caméra. Et tel qu'il avait été conçu, ben, ça n'allait évidemment pas du tout, puisque en passant de l'un à l'autre, les regards se croisaient et c'était pas du tout cohérent. Donc heureusement, c'est des techniques qui s'utilisent, hein, le monteur a pu, ça se fait en photo aussi, retourner la photo pour que ce soit plus cohérent par rapport au regard. Mais donc c'est pour dire l'importance de ces règles et de cette cohérence en termes de direction de regard. Presse, pour revenir au reportage de presse que je vous ai montré sur les mines. Là, en l'occurrence, je m'étais fait gronder par nos amis de l'AFP parce que j'ai fait un panoramique plutôt de type documentaire, donc assez long. Bon, après, en vrai, c'était une mine à ciel ouvert, donc c'était pas évident de pouvoir montrer l'étendue. Mais ils m'ont dit, et je pense qu'ils l'ont corrigé, et ça c'est la version que moi j'ai faite, mais avant de la mettre en ligne pour les différents médias qui sont abonnés sur leur fil, ils l'ont raccourci. Donc en presse, ils l'ont coupé avant. Bon, du coup, ils n'auront pas eu le plan fixe de fin, ce qui est la règle à laquelle je vais venir. Donc en presse, voilà, on ne fait pas non plus des 180 ou des 100, 120, ce qu'on peut déjà plus se permettre de faire en documentaire. Très important que ce soit en presse ou en docu, de commencer par une image fixe, de terminer par une image fixe et d'avoir au minimum 10 secondes. Alors ça peut être plus, puisque comme ça le monteur va pouvoir choisir le prendre où il veut, pour vraiment stabiliser. Donc il ne faut pas faire tac, hop, j'y suis, fini. Sinon c'est raté aussi. Bon là, en l'occurrence, on ne le voit pas très bien dans les extraits. On l'avait fait, mais le monteur a choisi d'enchaîner relativement rapidement, sans laisser vraiment le temps sur les plans fixes. Mais c'est un peu la règle, on va dire. Donc c'est important d'en avoir conscience. Ben voilà, mouvement régulier, sans hésitation, sans à-coups. Pas évident à maîtriser. Voilà. Alors, ce mouvement de caméra-là, le travelling, qui se décline maintenant, comment dire. À l'origine, c'est vraiment l'image classique qu'on a eu travelling, c'est la caméra dans le véhicule qui voit un paysage défiler ou qui accompagne le déplacement d'un personnage. Maintenant, ce mouvement-là se décline de plein de manières différentes avec tout ce qu'on a, j'en parle après, mais tout ce qu'on a en termes de stabilisateurs, de sliders, etc. C'est vraiment devenu un type de mouvement très à la mode, de faire des légers mouvements. Ça procède du même mouvement que le travelling,
si ce n'est que voilà, il se décompose différemment. Mais donc, c'est un mouvement plus délicat à réussir, indispensable. Là, par contre, on en met de plus en plus, et comme je le dis, il y a un peu une tendance, une mode qui fait que de même très léger, on en fait de plus en plus. Donc la caméra se déplace souvent sur des rails. À l'origine, dans les tournages de cinéma de fiction, c'est un dispositif assez compliqué à mettre en place avec un rail, un chariot, caméra, etc. Quelqu'un qui fait bouger le caméraman et le matériel en accord avec le mouvement souvent d'un personnage qui évolue dans le décor ou pour explorer l'espace. Maintenant, il y a des manières, ça peut se faire à l'épaule avec un Steadicam. Steadicam, c'est donc un stabilisateur qui permet d'avoir la caméra à l'épaule. C'est déjà plus technique à faire, mais voilà, ça se fait aussi. Et justement, pour ces micro-mouvements qu'on voit de plus en plus dans les clips ou dans même des choses corporate, ça se fait beaucoup. D'ailleurs, finalement, les rails, j'ai l'impression qu'on les utilise de moins en moins, si ce n'est pour faire vraiment des travelling un peu plus conséquents par rapport à une voiture en mouvement ou un personnage en mouvement. Mais juste petite remarque pour dire qu'il y a aussi tout à fait moyen, j'en connais, de construire ses propres rails, son propre système sur roulette, etc. J'ai aucun doute qu'au Congo, où on construit tout et on se débrouille toujours, ça doit être le cas. Voilà, différents types de travelling avant, lorsque la caméra avance. Alors ça peut être associé à une forme de zoom, mais ça j'en parle dans le dernier point là. Mais bon, c'est toujours plus esthétique si on arrive à accompagner le mouvement, que ce soit via un système à roulette ou via un slider ou via un stabilisateur. Travelling arrière, la caméra recule. Souvent on l'utilise pour filmer des personnages qui avancent, d'où le fait d'avoir un camarade derrière soi aussi qui, si vous le faites à l'épaule, qui vous retient par rapport aux obstacles qu'il y a derrière vous et pour arriver à avoir la même cadence. C'est ça tout l'enjeu quand on le fait à l'épaule. Travelling latéral, voilà l'exemple que je donnais. On est dans un train, c'est la caméra qui se déplace, quoi. Voilà. Je fais une remarque sur le zoom. C'est complémentaire parce que c'est ce qui amène aussi du mouvement dans l'image. C'est quand même globalement déconseillé de faire des gros zooms dans l'image. En tout cas, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que je perçois et de ce que je vois aussi. Ça peut faire rapidement très amateur, quoi. Et c'est un peu en photo, voilà, on le fait, c'est pas gênant. En vidéo, on vient d'avoir son appareil, on est tout content, on le fait. Et surtout quand on change de valeur de plan, on passe du plan large à du 50 ou à du gros plan, c'est vraiment pas esthétique et pas souhaitable. Ou alors le faire de manière très, très lente, c'est possible aussi. Mais voilà, c'est plutôt à déconseiller. Donc si on peut, c'est plutôt l'idée d'accompagner le mouvement que d'utiliser le zoom de l'objectif. Après, les programmes de montage permettent aussi de pouvoir zoomer dans l'image, d'avoir ces mini mouvements, ces mini travelling au sein de l'image. Donc tout ça nous permet d'arriver à donner du mouvement. Est-ce que j'ai un extrait à vous montrer? Certainement, oui. Oui. Bon, c'était très rapide, on accompagnait le mouvement. Voilà, là, on est dans la voiture, en l'occurrence. On utilise quand même le stabilisateur parce qu'il y avait beaucoup de trous. Voilà, là, on est avec le stabilisateur qu'on tient à la main et on accompagne, le caméraman marche vraiment avec eux, les contourne. Ça permet d'ailleurs de ne pas être que dans un axe. Si on n'avait que le truc à roulette, on pourrait être que dans un axe. Là, ça permet vraiment d'évoluer autour du personnage, de tourner. On l'a beaucoup utilisé pour cette scène. Enfin, c'est court dans le film, mais du transect, où on montre comment on trace un axe dans la forêt. D'ailleurs, pas été simple à mettre en place parce que, justement, par rapport à la mise au point, etc., c'est tout un enjeu de suivre des personnages en mouvement tout en maîtrisant les paramètres techniques. Donc là, on voit, on passe, c'était léger, mais on passe derrière la feuille, quoi. Le caméraman est avec son stabilisateur et marche de la manière la plus stable possible et en accompagnant leur mouvement derrière la feuille. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, voilà. Il y a différents. Il y a le slider aussi, qui est un petit rail qu'on peut installer sur un pied photo. Il y a toutes sortes de choses maintenant qui existent. Parce que, comme je vous dis, ce type de mouvement est vraiment devenu très à la mode et est vraiment rentré dans une forme de grammaire du cinéma et de la vidéo. Oui, pardon, on est presque à la fin, je pense. Bah oui, on est sur la dernière. D'ailleurs, je l'ai perdue.
en vrac d'autres conseils divers. Donc je m'en suis tenue à la prise de vue. Hein. On pourrait parler du scénario, tout ça, mais ce n'était pas l'objet ou du montage de cette intervention. La balance des blancs, le b.a.-ba, qui là pour le coup ne concerne aussi que la vidéo, hein, on ne l'a pas en photo, qui permet d'adapter la dominante de couleur à l'éclairage. Parce que comme vous le savez, les éclairages ont différentes tonalités, plus ou moins chaudes ou froides. C'est ce qui va, ça peut, pour le dire concrètement, ça peut jurer si vous passez de type de néon à, je sais pas, lumière tungstène. Enfin, je connais même pas toutes les variantes, mais c'est très important en vidéo, avant de commencer à tourner, de faire sa balance des blancs. J'avoue que moi, comme une paresseuse, je le fais souvent de manière automatique. Je n'ai jamais eu de problème, mais bon, voilà, les experts vous diront que c'est mieux d'utiliser un support qu'on estime blanc, donc ici dans un environnement donné avec ce type d'éclairage, de prendre une feuille de papier blanc, de se mettre proche et de régler la balance des blancs pour indiquer à l'appareil que ça va être sa valeur de blanc et qu'il va pouvoir donc ajuster les autres tonalités de couleur par rapport à ça. Donc en mode semi-automatique ou manuel. Toujours par rapport à la tonalité des lumières, bien choisir son moment et son heure dans la journée pour filmer. Surtout d'ailleurs ici au Congo où le soleil peut être très ardent. Éviter les heures en milieu de journée où le soleil est au zénith, ça écrase. Lumière très, très, très dure, très, très brute, qui aplatit. Du coup, en termes d'ombre, de relief, etc., parfois on n'a pas le choix, mais c'est à éviter. Donc privilégier le matin ou le soir pour avoir, surtout ici où on a des levées et des couchers de soleil juste formidables. Bon, j'en ai pas mis, mais on en a aussi pas mal dans le film, pour avoir des lumières plus chaudes, plus douces, d'avoir tout un travail sur les ombres aussi, ne pas hésiter à utiliser donc les ombres ou des effets comme la brume le matin ou autre pour composer des plans esthétiques et composer sa lumière. Attention à l'autofocus qui peut jouer des tours, mais bon voilà, c'est des petites choses techniques. Nous en l'occurrence on était en manuel, ce qui était relativement compliqué, mais l'autofocus peut parfois, selon le réglage que vous avez utilisé, vous jouez des tours en plein pendant que vous êtes en train de filmer en fait, et s'intéresser au personnage que vous avez à gauche, donc ça fout en l'air tout votre truc. Très important, on pourrait faire un truc que là-dessus, mais c'est pas le cas. Mais pensez au découpage, hyper important. C'est avec les mouvements de caméra, pour moi, c'est le truc à avoir en tête. C'est ça qui va faire que vous allez devenir ou pas un réalisateur confirmé et aimé de vos monteurs. Donc c'est au moment du tournage, pensez aux amorces de plan, pensez aux plans de coupe, à vos entrées-sorties de plan. On l'a fait, mais pareil, on s'est fait gronder parce qu'il y a des plans où on a dû composer avec ce qu'on avait parce qu'on avait, on n'avait pas bien, on avait l'entrée, on n'avait pas fait la sortie. Bon, voilà, parfois selon le moment, on n'y pense pas toujours, mais ultra important. Varier les valeurs de plan, comme on l'expliquait, plan large, plan moyen, ce qui permet aussi au montage de récupérer aussi des choses d'ailleurs, parce que du coup, vous pouvez, ce qu'on appelle plan de coupe en fait, c'est le fait, je vais filmer Étienne, je vais filmer sa main, ou je vais filmer, en général on le fait, soit si on est à deux caméras, c'est l'une des deux caméras qui le fait pendant que l'autre le cadre dans son interview ou pendant l'action qu'il est en train de faire. Ça permet justement de pouvoir récupérer, si j'ai un problème de mise au point, parce qu'il a bougé à un moment, on va pouvoir mettre un plan de ses mains, pour compenser. Donc c'est très pratique aussi pour récupérer quelques erreurs techniques ou quelques approximations. En plus, évidemment, de communiquer. Bon, il ne faut pas faire les mains pour faire les mains, mais si c'est en train de raconter quelque chose d'important. Deux petites choses techniques importantes pour avoir un rendu cinéma, je l'ai dit au début, de caler la vitesse sur 1/50e si on filme en 25 images secondes. Si on filme en 60 images secondes, on peut le régler sur 1/120e. C'est pour avoir, après, en vrai, vous ne verrez peut-être pas la différence si vous passez de 1/40e à 1/50e, mais bon, c'est bien d'essayer de caler cette vitesse une fois pour toutes sur 1/50e pour avoir vraiment un rendu cinéma en termes de fluidité des mouvements. Et donc si on est limité, jouer avec les ISO comme j'expliquais tout au début. Pareil, ça se fait beaucoup aussi maintenant, jouer sur des ralentis. Attention de ne pas en amuser parce que ça peut très vite être saoulant aussi. Je sais qu'ici au Congo, on aime beaucoup en faire dans ce que je vois dans des clips ou autres. Après, le format clip permet ça, ou le format animalier pour montrer un animal en train de sauter. Bon, nous, on n'en a pas mis en l'occurrence, pourtant on l'avait fait. Mais pareil, tout ça, c'est des choses qui se pensent au tournage. Parce que donc je vais, en fonction du réglage du nombre d'images par seconde, on l'avait fait pour les chimpanzés,
en prévision, on s'était dit de plans on aurait peut-être voulu ralentir au montage légèrement. On avait donc changé les réglages sur nos appareils pour passer à 100 images secondes, pour avoir plus d'images du coup à la seconde, comme son nom l'indique, et pour pouvoir après, au niveau du montage, ralentir 2 à 4 fois selon la vitesse qu'on souhaite obtenir. Donc c'est des choses qui s'anticipent et qui se pensent avant. Rendu profil image, alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais il y a aussi dans les réglages d'appareil photo maintenant des profils préétablis. En général, la règle veut qu'on utilise le profil flat, ce qu'on appelle flat, après ça dépend des marques d'appareils, mais c'est globalement une image un peu désaturée qui va permettre après d'étalonner, d'avoir une cohérence au niveau de l'étalonnage. Que si vous utilisez le profil automatique ou le profil type photo, vous allez déjà avoir des images un peu plus saturées ou un peu plus colorées. Et ça va être très compliqué après si vous voulez donner une tonalité un peu plus... par exemple, le film sur les vaches, on a tourné au Katanga, pas dans la savane, mais enfin bref. Donc on a voulu donner une tonalité très jaune. Bah, si vous l'avez filmé en mode automatique et que vous étiez près d'une forêt, bah, vous allez avoir le côté très vert qui va ressortir et vous n'allez pas savoir, ou ça va être beaucoup plus compliqué, de gommer le côté vert pour pouvoir ramener le côté plus jaune, plus chaud que vous voulez. Donc important, même si voilà, pour des clips, etc., si vous n'avez pas un étalonneur qui va venir ou un poste d'étalonnage qui va venir après, alors on peut le faire de manière automatique. Pour l'AFP, pour les types de trucs presse, on n'a juste pas le temps de commencer à étalonner, donc là on le fait en automatique, enfin en profil type photo. Donc voilà, beaucoup de paramètres à penser quand on filme par rapport à la photo. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus, il y a l'aspect mouvement, on les a vu, toutes les règles en plus par rapport à la photo. Mais comme je le dis, voilà, tout ça devient une fois assez intuitif une fois qu'on le pratique, même si voilà, ça n'empêche pas de continuer à faire parfois des erreurs avant de pouvoir complètement maîtriser tous ces codes. Et pour finir, c'est une question qu'on me pose souvent, quel type d'appareil, etc. Les gens sont en photo d'ailleurs ou en vidéo. Mais j'ai envie de dire, quel que soit tant mieux si on bénéficie d'un bon matériel. Après, avoir du très bon matériel qu'on ne sait pas utiliser, ça ne sert à rien. Rien ne remplace une bonne idée, l'importance de la narration qui prime surtout. Le storytelling, donc l'art de raconter une bonne histoire. Et on a un très bon exemple puisqu'il y a le concours de films de poche qui a déjà démarré pour le coup. Et dont j'ai la chance de faire partie du jury quand je reviens d'ici 2 semaines de notre tournée à l'Est. Mais voilà, il est tout à fait possible de faire des très bons films et de raconter de très bonnes histoires avec un téléphone. Alors on ne pourra pas forcément appliquer toutes ces règles par rapport à la profondeur de champ et autres. Par contre, les types de mouvements, la manière de cadrer, champ contre champ, pensée, etc., le langage, il reste le même. Donc voilà, rien ne remplace une bonne idée. Et à vos idées, à vos films, et laissez parler votre créativité. Et je vous souhaite de réaliser de beaux reportages, de beaux films ou de belles photos, selon. Merci beaucoup. Voilà. J'ai été un peu longue, pardon. Je vais me faire gronder. Non, vous n'avez pas été un peu longue, vous avez été un peu complète. Oui. C'est très bien. Je propose qu'on passe à quelques questions du public. S'il y en a, vous pouvez même rentrer dans des questions assez techniques et concrètes. Je pense qu'on est là pour ça. Et voilà, on va se donner un quart d'heure de questions et d'échanges, si vous le voulez bien. Oui, merci pour la parole. Je suis Miki Mouteba, artiste visuel et caméraman et illustrateur aussi. Bon, ma question est celle-ci. Je voudrais un peu savoir, transmettre une émotion dans une image nécessite vraiment les plans, des prises de vue spécifiques ou bien... parce que pendant les interviews, on a trouvé qu'il n'était pas important de recourir chaque fois, avec chaque démarche pendant le tournage. C'est un peu ça. C'est un peu quelles sont les règles pour arriver à capter l'émotion, c'est ça ? Voilà, en quelque sorte. Je dirais qu'avant toute chose, c'est le feeling aussi. Au-delà de règles techniques, comme je l'expliquais au début, c'est l'interaction qu'on va avoir avec son personnage, que ce soit en photo ou en vidéo ou même en texte dans le cadre d'un article. C'est le fait de se sentir plus ou moins proche
ému. Enfin, c'est plus facile, on va dire, quand on a une forme d'empathie pour la personne qu'on interviewe et qu'on apprécie cette personne. Après, c'est aussi tout un enjeu d'arriver à rendre de l'émotion avec quelqu'un, soit qu'on vient de rencontrer, qu'on ne connaît pas, soit avec qui on ne partage pas forcément les mêmes idées, ce qui arrive aussi. Voilà, donc je dirais qu'il y a évidemment l'aspect humain, intuitif par rapport au choix de la personne. Et après, oui, il y a une série de règles voilà, qui peuvent approfondir ce côté émotion. Comme j'ai dit, la profondeur de champ. Utiliser une faible profondeur de champ, donc alors après il ne faut pas en abuser, mais ça peut contribuer à avoir des petits climax comme ça émotionnels selon ce que la personne dit ou selon ce qu'on pressent que la personne va dire, parce qu'en documentaire, voilà, parfois comme c'est pas écrit, on est tributaire aussi du réel, et voilà, mais bon, utiliser une faible profondeur de champ, donc isoler la personne, voire même comme on le voit sur un des extraits, bon c'était passé très vite, mais Anne, à un moment, je zoome carrément, enfin je fais une très faible profondeur de champ sur son visage, c'est carrément son nez qui est net et le reste du visage qui est flou pendant qu'elle est en train de récolter je sais plus quoi, donc c'est vrai que c'était aussi pour montrer un peu voilà, les émotions qui passent sur son visage, les transmettre, l'utilisation de différentes échelles de valeur. Évidemment, au plus on est dans un gros plan, voire un très gros plan, au plus on va être à même de voir le visage de la personne qui a priori est censée refléter ses émotions. Donc utilisation de gros plans ou de très gros plans. Bon, dans la succession de plans décrite, hein, on commence d'abord par un plan moyen ou autre. Et puis oui, après évidemment il y a le son, très important. Là j'ai évidemment pas du tout parlé du son parce qu'on m'a demandé de parler de l'image et que je suis aussi en train de m'améliorer en son, parce que Dieu sait que c'est technique et que c'est un métier en tant que tel. Bon là, comme on fait tout nous-mêmes, forcément il faut un petit peu maîtriser tous les aspects, mais on a même coutume de dire que le son est plus important que l'image. Une image peut être ratée, mais si le son est bon, ça va pouvoir récupérer l'image. Et donc l'émotion passe évidemment aussi par rapport au contenu de ce que dit la personne, et par rapport au fait de le restituer dans des bonnes conditions sonores, plus le mixage qui va faire tout l'habillage sonore, etc. Donc voilà, c'est une série de dispositifs qui permettent de plus ou moins, mais bon, après si la personne est froide comme un glaçon, je ne sais pas, bon, on ne peut pas faire de miracle non plus, mais voilà un peu, on va dire, les techniques qui peuvent aider à rehausser le côté un peu émotif et à transmettre des émotions. Oui. Pour ce qui est du son, nous recevrons à la fin du festival, la dernière semaine, Loïc Priant, qui a gagné le César du meilleur son en 2009 pour le diptyque sur le biopic de Jacques Messrine, L'instinct de mort et l'ennemi numéro 1, qui va donner ici une rencontre croisée avec Cédric Gombault le 27 à 10h, et du coup je vous invite vraiment à venir parce que ça sera l'occasion justement de, après l'image, parler vraiment de son. Merci. Je voulais suivre votre démarche de l'image, la vidéo. Quelle est la place de l'écriture? Oui, j'en ai pas parlé parce que là je parlais vraiment de la photo et de la vidéo et de la place de l'image. Essentiel, même si pour le coup on est de nouveau un peu enfin l'exception que confirme la règle dans ce cas-ci, parce que finalement on n'a pas réellement eu le temps d'écrire un scénario, on n'a pas écrit un scénario en tant que tel avant de tourner le film, ce qui n'a pas empêché que dans ce cas précis, Anne maîtrisait son sujet, donc avait déjà eu le temps de réfléchir à l'histoire qu'elle voulait raconter. On avait quand même fait des notes d'intention. D'ailleurs, Florent de l'atelier a animé un atelier sur l'écriture des dossiers sur la note d'intention, qui ne remplace pas un scénario, mais qui permet quand même déjà de se projeter dans ce qu'on va, dans ce qu'on pense, ce à quoi on va être confronté, les plans idéaux qu'on souhaite avoir, voilà, la construction de la trame narrative, etc. Mais donc, évidemment, hyper important. C'est ceci dit valable aussi en photo. Hein. On est censé aussi réfléchir à son reportage ou à sa photo avant d'être sur le terrain. En tout cas, ça aide. Après, dans les faits, voilà, il y a aussi des belles surprises et des moments d'improvisation. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose pareil qu'on va devoir vraiment améliorer et écrire pour les prochains projets. Puisque maintenant, on nous demande déjà de travailler sur l'écriture d'un nouveau. Bon, là, on l'avait fait un peu à l'arrache, en mode spontané, parce qu'on n'avait pas de partenaire dès le départ. Au départ, c'était un projet entre nous. Donc on l'avait fait un peu avec nos moyens et c'était un peu dans l'urgence. Anne est venue me chercher un mois avant de faire le film, donc on n'avait pas non plus le temps de... Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi de capital et que j'aimerais renforcer dans mon cas. Et c'est vrai que ça pose question parce que souvent on a tort de penser
Et ce que on pouvais penser moi-même il y a quelques années par rapport au documentaire, on se dit c'est le réel, donc je me pointe, je prends ce qu'il y a à prendre, tout dans l'improvisation, tout dans le... Bah non, évidemment, enfin, oui, c'est ce qui fait quand même la force du documentaire, c'est qu'on a aussi évidemment des belles surprises, ou des mauvaises d'ailleurs, et des choses qu'on ne maîtrise pas, mais ça implique tout autant que la fiction d'anticiper les choses et d'avoir un espèce de canevas, voire même si possible un scénario dont on se distancera forcément par rapport à ces imprévus. Et autre chose, c'est que l'autre aspect de l'écriture, que moi j'ai vraiment constaté ici, puisque c'est la première fois que j'avais un vrai montage pour la télé, etc., avec un monteur pendant 5 semaines, c'est que le film se réécrit aussi complètement au montage. On avait notre trame, etc., on avait... en rentrant du tournage, on avait réécrit quand même une espèce de petit scénario, une espèce de succession. Enfin, c'est pas un storyboard, mais voilà. Et finalement, on a gardé des choses et il y a des choses qu'on a complètement virées au montage. Donc le travail du montage est capital aussi dans la manière d'écrire le film et surtout, je pense, en documentaire. Ceci dit, c'est vrai aussi en fiction, puisque j'ai travaillé en production avant. Et j'ai déjà vu des films où des parties de films se réécrire complètement au montage, en refaisant des retakes dans ce cas-là, en retournant tourner des scènes. Bonjour à tous. Ok. Alors, je réponds à M. Clément Sabit, je suis dans le domaine du judiciaire. Mais j'ai sur une mission aussi, un but de transmettre les notions du droit à travers l'art ou la culture aussi. Mais je peux un peu m'attarder sur des détails un peu artistiques ou techniques. Je veux savoir, est-ce que les téléphones portables peuvent remplacer les caméras? Un peu la question, je pose de façon laconique. Oui, sur le plan technique précisément ou j'ai pas... Oui, remplacer, non, c'est un autre outil. Donc c'est d'autres. On est forcément plus limité avec un téléphone portable, enfin plus limité au niveau technique, au niveau des options qu'on a. Maintenant, ça offre une grande souplesse et je lisais encore récemment, même que ce soit en reportage, je lisais un journaliste, enfin un documentariste pour la télévision française, qui pour aller filmer au Vatican a utilisé son téléphone portable parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir d'attendre des autorisations pour filmer avec son matériel. Donc ça a aussi des avantages, ça n'a pas que des contraintes, même si le champ des possibles au niveau technique est évidemment plus limité avec un appareil photo en termes comme je l'ai dit, de profondeur de champ, etc. Maintenant, ça reste un excellent outil pour s'approprier toute une série de codes et pour pouvoir permettre à quiconque, je vais dire, qui en a le souhait, qui a une idée et qui a envie de la décliner en images et en film, de le faire sans attendre d'avoir la dernière génération de caméras ou d'appareils photo, quoi. Donc, c'est un autre type de code, ça donne un autre type de film, mais ça reste tout aussi intéressant et ça permet aussi d'exprimer sa créativité. Bonjour. Comment? Ouais, ça va? D'accord. Alors, ma question est celle-ci. Dans les cas où il faut filmer, par exemple, les scènes intérieures de nuit, par exemple. Filmer quoi, pardon? Les scènes à faible luminosité, par exemple, les scènes intérieures. Alors, est-ce important de pouvoir apporter le matériel lumière dans le cas où c'est un film documentaire ou oui. l'Instaprime? J'ai pas du tout parlé des lumières et pour tout vous dire, aussi bien en photo qu'en vidéo, d'ailleurs c'est aussi un des aspects qu'il faudrait que j'approfondisse, même si moi ma préférence va à utiliser le réel tel qu'il est et à avoir un minimum de matériel. Vous imaginez bien que pour partir là en forêt, alors oui, on avait un réflecteur, en vrai on l'a d'ailleurs quasi jamais utilisé, mais on ne sait évidemment pas se trimballer avec des mandarines et des histoires. Donc on est obligé de faire avec ce qu'on a, ce qui moi me correspond mieux par rapport à ma manière qui vient aussi un peu de la presse, etc., c'est de devoir le composer avec ce qu'on a. Mais oui, évidemment que l'éclairage est ultra important et que dans un scénario idéal, documentaire ou fiction, mais dans le documentaire aussi, si on a la chance de pouvoir bénéficier d'un matériel d'éclairage et d'avoir quelqu'un qui sait l'utiliser, parce que pour le coup, ça demande aussi, enfin, c'est pas chinois non plus, il y a des choses assez intuitives, mais oui, c'est évidemment, ça a une part prédominante dans son cadre, dans le fait, par rapport aux émotions aussi, de pouvoir déboucher des visages, etc. En photo, on sait le faire relativement facilement en post-production. Bon, on sait un petit peu le faire aussi, on l'a fait dans le film, dans l'étalonnage,
comme on avait parfois, on filmait en plein milieu de journée parce qu'on n'avait pas le choix, donc les visages sont assez sombres. On peut quand même un petit peu rectifier à l'étalonnage pour ce qu'on appelle déboucher les visages. Mais c'est sûr que si on a un réflecteur, si on a dans le cadre de choses plus posées à l'intérieur d'un bâtiment, du matériel, c'est l'idéal. Je vous propose une dernière question, et puis ensuite on vous laissera avoir des échanges sous une forme plus informelle. Bonjour, ma question est celle-ci. Dans votre troisième projet que je viens de regarder, je vois plus, je ne sais pas si la qualité de la vidéo, soit, mais je vois il y a trop je dirais quoi, exposition du soleil. Je ne sais pas au post-production par rapport à l'étalonnage, est-ce que vous avez veillé sur ça? Parce que quand je regarde, c'est comme s'il y avait, les gens sont vraiment jaunes, donc il y avait vraiment trop d'exposition du soleil. Ça a été rectifié à l'étalonnage. Après, ça dépend aussi de la qualité du projecteur et du fait de passer sur un ordinateur. Mais c'est un sacré enjeu, surtout ici au Congo, par rapport au moment de la journée, etc. Par rapport aux nuages, etc. Ça nous a compliqué la vie. Enfin, c'est valable pour tout le monde, hein, mais on devait parfois choisir. Alors, ça pouvait changer très rapidement. On est au bord du lac Albert, donc en plus... les nuages et les pluies pouvaient arriver assez facilement. On était en haute altitude, donc on fait un plan, on fait tous nos réglages. On avait parfois des lumières en effet assez denses, donc c'était pas évident par rapport à l'heure de la journée de composer avec ce qu'on avait, mais voilà, on essayait de faire pour un mieux. Et puis bim, 2 secondes après, tout est couvert, le ciel est couvert, plus du tout le même... la même luminosité et le même éclairage, obligé de changer les réglages, qui changent tout le plan, voire même essayer de le refaire. On a bien, ça j'en parle pas, mais c'est vrai que tout l'aspect mise en scène, tous nos amis personnages du film qui jouent leur propre rôle, qui étaient en train de mener une expédition scientifique, on les a bien embêtés. D'ailleurs, ils m'appellent Clap parce qu'on n'arrêtait pas chaque fois de dire on le refait et on refait un clap. Parce qu'on a dû leur refaire faire parfois, soit parce que c'était pas bon au niveau du contenu, mais aussi souvent à cause d'aléas climatiques liés à l'ensoleillement et liés à une luminosité intense qui, 2 secondes après, peut changer, ou des nuages très bas qui font du coup des conditions de lumière pas idéales et pas top. Zebamba, Ezabamba,